Elle accoucha à l'aube, quand la brume collait encore aux champs de Bourgogne comme une peau malade. Les chaînes mordaient ses chevilles depuis des heures. À chaque contraction, le métal vibrait contre la pierre, produisant un son sec, indécent, qui se mêlait à sa respiration déchirée. Personne ne lui tenait la main. Personne ne prononçait son nom. Dans cette salle basse, aux murs blanchis à la chaux, elle n'était plus une femme, seulement un corps utile, allongé, ouvert. Le médecin entra sans hâte. Il avait cette assurance tranquille des hommes que rien ne menace jamais. Sa moustache était impeccablement taillée, son tablier presque propre. Il jeta un regard rapide aux chaînes, comme on observe un détail logistique, puis aux jambes écartées de la patiente. Aucun mot de réconfort, seulement des instructions murmurées à l'infirmière. Quand le premier cri retentit, la femme pleura, pas de douleur, mais de soulagement. Un cri aigu, vivant, son enfant. Elle tenta de se redresser, mais la chaîne se tendit brutalement. Elle ne vit qu'un dos minuscule, rouge encore luisant, emporté vers une table hors de sa portée. Le deuxième bébé vint presque aussitôt, puis le troisième. 3 cris, 3 preuves qu'elle n'avait pas rêvé ces mois de faim, de coups et de honte. Elle répétait en silence « Ils sont là, ils existent ». Puis, soudain, le silence. Pas un silence naturel, un silence fabriqué, lourd, définitif. « Ils sont faibles », dit le médecin sans la regarder. « Mais vivants », murmura-t-elle, la voix cassée. Il ne répondit pas. Les enfants furent emportés derrière un paravent. Elle entendit de l'eau couler, des pas rapides, des voix étouffées. Elle tenta de compter les secondes. Le temps lui glissait entre les doigts comme du sang. Quand le médecin revint, ses mains étaient propres. « Vous avez perdu beaucoup de sang », déclara-t-il. « Il faut vous reposer. » Elle demanda où étaient ses enfants. 1 fois. 2 fois. La 3e, l'infirmière lui intima le silence d'un geste sec. On lui administra quelque chose. Le plafond se mit à tourner. Avant de sombrer, elle distingua une silhouette en noir, immobile près de la porte, une religieuse, ou peut-être seulement une ombre. À son réveil, ses bras étaient libres. Ses chevilles, non. La lumière du jour avait changé. Elle comprit qu'elle avait dormi longtemps. Trop longtemps. Son ventre était vide, douloureux, comme après une extraction violente. Elle appela. Personne ne vint. Ce n'est que plus tard qu'on lui apporta un plateau maigre et une vérité soigneusement emballée. 2 sont morts à la naissance, dit la surveillante, sans émotion. Et le 3e, il n'a pas survécu à la nuit. 3 phrases, 3 coups de couteau, aucun certificat sous ses yeux, aucun corps à pleurer. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Quelque chose en elle se referma, lentement, dangereusement. Les jours suivants, elle observa. Elle observa les registres qu'on transportait chaque matin dans le bureau du médecin-chef, les couvertures épaisses, brunies par les années. Elle observa les allées et venues inhabituelles, ces hommes bien vêtus qui ne portaient pas l'uniforme de l'institution. Elle observa surtout les silences trop précis, les regards fuyants, les phrases interrompues. Une nuit, alors qu'on la croyait endormie, elle entendit un mot derrière la porte entr'ouverte. « 3 » dit une voix d'homme. « C'est exceptionnel » répondit une autre. « La mère ne parlera pas. » La phrase resta suspendue dans l'air, comme une promesse. Elle comprit alors que ses enfants n'étaient pas morts, pas comme on le lui avait dit. Ils avaient simplement changé de main, effacé, réécrit. Dans les jours qui suivirent, on la punit pour son mutisme. Moins de nourriture, plus de chaînes. Une tentative de fuite avortée lui valut l'isolement. Mais chaque sanction renforçait sa certitude. La vérité existait quelque part, enfermée dans l'encre des registres. Un matin, alors qu'on la menait au couloir des bains, elle aperçut un nom sur une page ouverte, posé négligemment sur un bureau. Ce n'était pas le sien, mais c'était celui d'un enfant né le jour exact de son accouchement. Elle n'eut que le temps de le lire avant que la page ne se referme brusquement. Et dans ce simple battement de papier, elle sut que quelqu'un, quelque part, élevait l'un de ses enfants sous une autre identité. Quelqu'un qui ignorait tout, ou presque. La nuit suivante, elle ne dormit pas. Allongée sur le lit étroit, les poignets désormais libres mais l'esprit entravé,
Elle rejouait sans cesse l'image de ce nom aperçu sur le registre. Les lettres noires, régulières, trop propres, un nom d'enfant légitime, inscrit sans tremblement, sans rature. Rien à voir avec les lignes hésitantes qui suivaient les admissions des femmes comme elle. Elle comprenait maintenant le langage de l'institution. Ce n'était pas un lieu de soins, mais de transition. On y entrait avec une faute, pauvreté, grossesse illégitime, solitude, et l'on en sortait vidé de ce qui avait de la valeur. À l'aube, elle se mit à écouter autrement. Les pas dans le couloir avaient un rythme, ceux des infirmières, pressés et légers, ceux des médecins, lents, assurés. Mais il y en avait d'autres, des pas discrets, bien chaussés, qui ne résonnaient jamais longtemps, des visiteurs qui ne s'attardaient pas. Depuis sa fenêtre grillagée, elle apercevait parfois une calèche sombre s'arrêter à l'arrière du bâtiment. Toujours la même heure, toujours sans bruit. On en descendait à la hâte, on y montait encore plus vite. Personne ne regardait vers les fenêtres. Un après-midi, on la transféra dans une salle commune, une punition déguisée en privilège. Là, d'autres femmes tricotaient ou fixaient le vide. Certaines murmuraient seules. D'autres avaient ce regard creux de celles à qui l'on a tout pris. Elle s'assit près d'une femme plus âgée, au dos courbé, aux mains tachées d'encre. « Vous savez lire ?» demanda-t-elle à voix basse. La femme leva les yeux, méfiante. « J'écrivais », répondit-elle simplement. « Avant. » Avant quoi? Elles le savaient toutes les deux. Les jours suivants, elles échangèrent peu de mots, mais beaucoup de silences chargés de sens. Un soir, alors que les autres dormaient, la femme à l'encre murmura « Les registres mentent toujours à moitié ». Cette phrase résonna comme une confession. « Comment le savez-vous » ? « Parce que j'ai aidé à les tenir. » Elle expliqua. Les doubles entrées. Les enfants morts-nés qui réapparaissaient ailleurs. Les naissances déplacées d'un village à un autre. Les signatures qui changèrent d'écriture selon l'importance de l'affaire. « Et les mères » demanda-t-elle, la gorge serrée. « On les rend muettes » répondit l'autre. « Avec la honte, avec la peur, ou avec le temps. » Elle apprit aussi que certains nourrissons partaient vers Dijon, d'autres plus loin encore. Lyon, Paris, jamais sous leur vrai nom. Un soir, une religieuse entra dans la salle commune après la prière. C'était la silhouette noire qu'elle avait aperçue le jour de l'accouchement. Son visage était dur, mais ses yeux trahissaient une fatigue ancienne. La religieuse posa un regard prolongé sur elle. Plus tard, alors que les autres femmes étaient déjà couchées, la sœur s'approcha. « Vous devriez oublier, » dit-elle doucement. « Pour votre bien. »« Ils vivent, » répondit-elle sans détour. « Je le sais. » Un silence pesant s'installa. Puis, la religieuse glissa quelque chose sous le matelas, avant de se redresser brusquement. « Je n'ai rien dit, » murmura-t-elle. Quand les pas s'éloignèrent, elle sentit le papier. Un petit morceau plié, jauni, presque dissimulé. Un chiffre, une date, et une initiale. Ce n'était pas un nom complet, juste assez pour ouvrir une porte ou provoquer une catastrophe. À partir de ce moment, la surveillance se renforça. On la sépara de la femme à l'encre. On changea son horaire de bain, on fouilla son lit. Les regards se firent plus lourds. Le médecin-chef la convoqua. « Vous posez trop de questions », dit-il calmement. « Ce lieu n'est pas fait pour ça. Où sont mes enfants ?» Il la fixa longuement, puis sourit. « Madame, vos enfants n'existent plus. » Ce mensonge-là, il le prononça avec une élégance glaçante. Ce soir-là, elle comprit que le danger ne venait plus seulement du passé, mais de ce qu'elle savait désormais. Et tandis qu'elle repliait encore une fois le petit papier caché sous sa paillasse, une certitude s'imposa à elle, plus terrifiante que toutes les autres. Quelqu'un, dans cette institution, avait intérêt à ce qu'elle ne sorte jamais vivante. Ils tentèrent d'effacer son existence avant même qu'elle ne quitte les murs. Tout commença par une erreur volontaire. Son nom disparut du tableau des repas, puis de la liste des bains, enfin, de celle des femmes autorisées à sortir dans la cour. Elle n'était plus punie, elle était rendue invisible. Dans l'institution, c'était la dernière étape avant l'oubli définitif, mais elle avait appris à survivre dans les interstices. Elle comptait les pas des gardiens. Elle mémorisait les changements de voix.
Elle savait désormais reconnaître la peur quand elle passait trop vite dans un regard, quand une phrase restait suspendue. Quelqu'un avait parlé. Pas assez, mais suffisamment pour fissurer la mécanique. Un matin, on la fit descendre au sous-sol. L'air y était plus froid, chargé d'humidité et d'odeur de linge sale. On disait que c'était pour aider à la buanderie. En réalité, c'était un avertissement. Les femmes qui travaillaient là ne posaient pas de questions. Elles disparaissaient parfois sans explication. Pendant qu'elle frottait des draps rêches dans une eau glacée, elle remarqua une chose étrange. Certains tissus portaient des broderies fines, des initiales élégantes, étrangères à l'institution, des linges d'enfants riches, trop riches. Elle se souvenait du petit papier laissé par la religieuse. La date, l'initiale, tout concordait. Un après-midi, un incident éclata dans la cour principale. Une femme s'effondra en hurlant. On cria. On appela un médecin. La confusion gagna les couloirs. C'était bref mais suffisant. Elle profita de l'instant. La porte du bureau des archives n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'odeur du papier ancien l'envahit. Des étagères jusqu'au plafond. Des années de vie classées, réduites à des lignes. Elle savait qu'elle n'avait que quelques minutes. Ses mains tremblaient, mais son esprit était d'une clarté terrifiante. Elle trouva le registre de 1901. Les pages glissèrent sous ses doigts. Des naissances, des décès, des annotations marginales. Et puis une incohérence. 3 entrées rapprochées, même heure, même écriture. 3 enfants déclarés morts-nés. Mais en marge, presque invisible, une marque au crayon. Un symbole discret que seul quelqu'un de l'intérieur aurait utilisé. Elle comprit alors l'ampleur du système. Ces enfants n'avaient pas seulement été volés, ils avaient été répartis, séparés volontairement, pour réduire les risques, pour éviter toute trace. Une larme tomba sur la page. Elle l'essuya aussitôt. Il ne fallait rien laisser. Un bruit dans le couloir. Elle referma le registre, mais trop tard. Le médecin-chef se tenait dans l'encadrement de la porte. « Je me demandais quand vous oseriez, » dit-il calmement. Elle ne répondit pas. Elle soutint son regard. Il y lut quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La certitude. « Vous ne comprenez pas, » poursuivit-il. « Nous offrons une vie meilleure à ces enfants. Sans leur mère, » répondit-elle. « Sans leur passé, » corrigea-t-il. Il s'approcha, baissa la voix. « Ce que vous appelez un crime, d'autres l'appellent une nécessité sociale. » Le lendemain, elle fut transférée dans une cellule isolée. Une pièce nue. Une petite fenêtre trop haute. Plus de chaînes, mais une solitude écrasante. On lui retira le papier. On lui retira le peu de liberté qu'elle avait gagné. Les jours passèrent, ou peut-être les semaines. Le temps n'avait plus de forme. Un soir, la porte s'ouvrit. La religieuse entra, le visage plus grave que jamais. « Ils ont retrouvé un registre manquant, murmura-t-elle. Ils pensent que vous l'avez caché. Et vous ? Demanda-t-elle. La sœur hésita, puis répondit. Je pense que l'un de vos enfants est encore en Bourgogne. Cette phrase murmurée dans l'ombre était à la fois une bénédiction et une condamnation. Car si c'était vrai, alors quelqu'un, très près d'ici, portait un nom qui ne lui appartenait pas. Et ce secret-là, désormais, pouvait tuer. Elle sortit de la cellule à l'aube, sans explication. 2 hommes l'encadrèrent jusqu'à une pièce qu'elle ne connaissait pas. Plus claire, trop propre. Une table, 2 chaises, une fenêtre donnant sur les vignes encore nues de l'hiver bourguignon. Ce décor de calme était une mise en scène. Elle le comprit aussitôt. Sur la table reposait un registre différent des autres, plus fin, plus récent, sans titre sur la couverture. Le médecin-chef était déjà là. Cette fois, il n'était pas seul. Un homme en redingote sombre se tenait près de la fenêtre. Pas un soignant, pas un religieux, un notable. « Asseyez-vous, » dit le médecin. Elle obéit. Non par soumission, mais parce qu'elle savait que chaque geste comptait désormais. « Vous avez été très persévérante, » poursuivit-il. « C'est une qualité rare. Mal employée, certes. » L'homme à la fenêtre se retourna enfin. Il avait le visage fermé de ceux qui ont toujours été protégés des conséquences. « Nous pourrions vous faire disparaître, » dit-il simplement. Mais ce serait inutilement brutal. Il ouvrit le registre. À l'intérieur, des noms. Peu nombreux,
des dates espacées, et à côté de certains, une mention discrète, placement spécial. Vos enfants figurent ici, reprit le médecin, mais sous d'autres identités. Elle sentit son cœur se serrer, mais son visage resta impassible. Pourquoi me montrer cela? Un silence. Puis le notable répondit, parce qu'un déplacement pose problème. Il tourna une page et posa son doigt sur une ligne. Cet enfant n'a jamais quitté la région. La religieuse avait dit vrai. La famille adoptive commence à poser des questions, ajouta le médecin, des questions dangereuses. Elle comprit alors leur erreur. Ils avaient trop bien menti, trop longtemps. Et maintenant, la vérité cherchait à remonter à la surface. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-elle. « Votre silence » répondit le notable. Définitif. Ils lui proposèrent un marché, une sortie discrète, un emploi dans une autre ville, un nouveau nom. Une somme modeste mais suffisante pour survivre. En échange, elle devait signer une déclaration attestant la mort de ses 3 enfants. « Si vous refusez, » dit le médecin, « nous reprendrons les méthodes anciennes. » Elle regarda la feuille, la plume, l'encre. Elle pensa à l'enfant resté en Bourgogne, à celui qui grandissait peut-être à quelques kilomètres, appelant une autre femme « mère ». « Et si j'accepte » demanda-t-elle. « Que lui arriverez-vous » ? « Rien » répondit le notable trop vite. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps. « Vous mentez mal » dit-elle doucement. Ce sourire les troubla. Le soir même, elle signa. On la libéra 3 jours plus tard, sans adieu, sans explication officielle. Au registre, son nom fut rayé, comme si elle n'avait jamais existé. Mais ils avaient oublié une chose. Avant de partir pendant un instant d'inattention, elle avait mémorisé le nom de la famille. Une famille respectable, catholique, bien connue dans les environs. Des années plus tard, loin de l'institution, elle suivrait leurs traces. Patiente, invisible, car on pouvait lui voler ses enfants. On pouvait lui voler sa voix, mais on ne pouvait pas lui voler la mémoire. Et cette mémoire-là, un jour, frapperait à une porte bourgeoise, au moment le moins attendu. Elle attendit 22 ans, 22 hivers à changer de nom sans jamais changer de visage intérieur. 22 étés à observer de loin, à lire les journaux régionaux, à écouter les conversations dans les marchés sans jamais poser trop de questions. Elle avait appris la patience comme d'autres apprennent la prière. La famille bourgeoise n'avait pas quitté la Bourgogne. Elle s'était agrandie. Un fils unique, disait-on, brillant, destiné à reprendre les terres, le nom, la respectabilité. Un enfant sans scandale, sans rumeur. Un enfant parfaitement inscrit dans la continuité sociale. Un enfant volé. Elle le vit pour la première fois lors d'une fête patronale en 1923. Il avait 22 ans. Exactement l'âge qu'aurait eu l'un de ses fils. Grand, bien vêtu, le port droit. Il riait avec aisance. Trop d'aisance pour quelqu'un à qui l'on n'a jamais rien refusé. Son cœur ne se brisa pas. Il se durcit. Elle n'était pas venue pour réclamer. Elle n'était pas venue pour détruire. Elle était venue pour comprendre jusqu'où allait le mensonge. Elle observa les parents adoptifs. Leur affection était réelle. Leur fierté aussi. Mais elle reconnut autre chose, dans leurs gestes trop contrôlés. La peur ancienne. Celle de ceux qui savent que leur bonheur repose sur un acte irréversible. Elle ne se présenta pas comme une mère. Elle se présenta comme une femme ayant travaillé autrefois dans une institution disparue. Une femme qui posait des questions maladroites. Une femme qu'on invite à s'asseoir par politesse. Le père pâlit dès la 2e visite. La mère comprit à la 3e. « Vous savez, dit-elle enfin, la voix tremblante, il vaut mieux ne pas remuer certaines choses. Les enfants volés ne disparaissent jamais vraiment, répondit-elle calmement. Il n'y eut pas de cris, pas de scène dramatique. Seulement une fatigue immense qui s'abattit sur cette maison trop bien tenue. Ils lui proposèrent de l'argent. Elle refusa. Ils lui proposèrent le silence. Elle sourit. « Je ne veux rien, dit-elle. Je veux qu'il sache. Vous le détruirez. » Sanglota la mère adoptive. « Non, répondit-elle. Je lui rendrai quelque chose que vous lui avez pris. La vérité. » La rencontre eut lieu un dimanche après-midi. Elle le regarda longuement avant de parler. Elle chercha un signe, un geste, quelque chose d'elle, en lui.
Elle le trouva dans la manière dont il fronçait légèrement les sourcils lorsqu'il doutait. Elle ne dit pas « Je suis ta mère ». Elle raconta une histoire. Une femme enchaînée, 3 enfants. Des registres falsifiés. Une France qui préférait le confort à la justice. Elle raconta tout à la 3e personne, comme si elle parlait d'une autre. À la fin, il comprit. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il posa une seule question. « Pourquoi me le dire maintenant ?»« Parce que vous êtes un homme, » répondit-elle, « et qu'on ne construit rien de solide sur un mensonge. » Il mit des années à accepter. Il ne la rappela jamais « maman ». Elle ne le demanda pas. Il se vira parfois, en silence, avec respect, avec une douleur maîtrisée. Elle apprit plus tard que ses 2 autres enfants avaient vécu ailleurs. L'un était mort jeune. L'autre n'avait jamais su. La justice, elle, ne vint jamais. Les registres restèrent dans les archives. Les responsables moururent dans leur lit. La République continua à se raconter une histoire plus propre que la réalité. Mais quelque chose avait changé. Un homme savait d'où il venait. Et une femme, que l'on avait voulu effacer, avait inscrit sa vérité là où aucun registre ne pouvait la supprimer. Car certaines horreurs ne sont pas faites pour être punies. Elles sont faites pour être rappelées. Si cette histoire vous a marqué, laissez un commentaire pour briser le silence. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités enfouies de l'histoire française. Partagez cette vidéo pour que ces voix oubliées continuent d'exister. Et laissez un like, non par confort, mais par mémoire.